Bonjour et bienvenue dans cette 19e capsule vidéo sur l'analyse de tâches issues de ressources didactiques. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'aller voir certaines ressources didactiques, puis de voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a de potentiel dans ces ressources-là, puis d'analyser certaines tâches en particulier. Donc, l'objectif de la capsule est en lien avec l'objectif du cours d'appuyer toute connaissance mathématique sur l'utilisation de différents instruments. Il y en existe plusieurs. Ici, on va s'attarder à l'instrument qui est du matériel didactique, dont les ressources didactiques, manuels scolaires, cahiers d'apprentissage, etc., toujours en exerçant un jugement critique. Donc, pour les ressources didactiques, il faut savoir qu'il en existe diverses collections qui ne sont pas exhaustives ici, mais on retrouve les principales, les plus connues, utilisées dans le milieu. On a Grand-Duc, RP, Chenelière, et un autre type un peu différent qui n'est pas manuel papier, mais l'exerciceur en ligne NetMath que vous connaissez déjà. Donc, et on peut se retrouver divers formats par rapport à ces ressources didactiques-là. Donc, on a des manuels, donc qui sont des livres rigides, dans le fond, dans lesquels on ne va pas inscrire nécessairement, ça nous prend un cahier à part. Il y a les cahiers, donc des cahiers papier dans lesquels on peut inscrire directement. Donc, des fois, on les appelle les cahiers d'exercice, cahiers d'apprentissage, cahiers de savoir aussi des fois. Puis ces cahiers-là aussi peuvent être sous forme numérique depuis quelques années, donc on peut écrire directement dans l'ordinateur ou à partir d'une tablette, par exemple, répondre aux exercices, par exemple, directement à l'ordinateur. Puis, il y a un format en ligne, dont NetMath, par exemple, qui en est un. Puis, il y en a d'autres aussi, ressources didactiques, où on peut répondre directement en ligne. Puis bon, on ne va pas s'y attarder précisément aujourd'hui, mais il faut savoir aussi que non seulement il y a les cahiers de l'élève, il y a les corrigés aussi qui existent, mais il y a aussi des guides d'enseignement qui viennent compléter, donner des idées pour un petit peu favoriser le potentiel de certaines tâches là, avec des idées pour piloter ça en classe. Donc si on regarde un petit peu en rafale, avec la CEC, on retrouve par exemple différents manuels qui sont un peu moins utilisés présentement, mais qui ont été quand même pas mal répandus dans les écoles. Donc on retrouve que ça peut être ici séparé par cycle. Donc, au premier cycle, il y a les manuels Allegro, où on va avoir le manuel A, B, C, D, dans le fond, qui va se faire deux manuels en première année du primaire, deux en deuxième année du primaire. On a, ça continue après avec Adagio, encore là pour troisième année et quatrième année. Presto, en cinquième, en sixième année. Donc, peut-être que vous les avez connus même comme élèves, ces manuels-là, c'est possible. Ensuite, on a la maison d'édition Grand-Duc, avec ClickMath, qui est quand même pas mal répandu, même si ça fait un certain temps, c'est encore pas mal encore répandu dans les écoles, et on retrouve par deux manuels, dans le fond, par niveau, donc en première année, deuxième année, troisième année, quatrième, cinquième et sixième année. On retrouve toujours Grand-Duc aussi. Maintenant, la mode est de plus faire des cahiers dans lesquels on inscrit directement que d'avoir des manuels à part qui passent d'un élève à l'autre, d'une année à l'autre, en fait. Donc, chaque élève a son propre cahier qui coûte moins cher, mais qui n'est pas réutilisable, là, dans le fond, qui est bon pour un élève. Donc, par exemple, pour Grand-Duc, on a les cahiers multimatiques ici là, pour chaque année du primaire, de 1 à la première à la sixième année. On a RP qui fait encore là par cycle. Donc, on a les cahiers qui s'appellent cahiers numériques, donc en première année et en deuxième année. Donc, le petit raton laveur. On a ensuite Tam Tam en troisième année et en quatrième année, toujours avec RP. Puis peut-être que vous connaissez aussi Décimal en cinquième année et en sixième année. Donc encore là, toujours, selon ces maisons d'édition-là, deux cahiers par année. On retrouve la maison d'édition Chenelière, par exemple les défis mathématiques. Il y en avait des manuels, mais il y en a aussi maintenant plus récemment des cahiers numériques. Donc comme je disais tout à l'heure, donc ça vient avec dans le fond c'est un fichier qui s'installe sur votre ordinateur et vous pouvez après ça de première à sixième année, vous pouvez directement ouvrir comme si c'était le cahier qui avait version papier, mais on va pouvoir répondre directement à l'ordinateur ou sur une tablette par exemple. Donc, on voit qu'il y a différents formats, puis s'ajoute à ça notre maths que vous connaissez, qu'on a déjà exploré dans notre cours. Donc, qui a tous les niveaux du primaire, puis qui va même jusqu'en secondaire, secondaire 1, 2, 3 et 4. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve maintenant dans ces ressources didactiques-là? Ben, souvent, une note qu'on va voir, ça va être écrit sur le dessus, là, sur la première page, ça va être écrit approuvé ou approuvé par le ministère ou en cohérence avec les documents ministériels, en cohérence avec la progression des apprentissages. Il faut juste faire attention. C'est pas le ministère qui fait le tour des manuels et qui va donner son étampe d'approbation. Donc, c'est dans le fond les auteurs de ces manuels-là, cahiers-là, qui s'appuient sur les documents ministériels, puis ils disent, ben, eux se proclament que c'est correct, mais il faut juste quand même rester
rester prudent par rapport à ça. Quand on regarde aussi dans ces manuels-là, ces cahiers-là, on voit que la place des probabilités statistiques est assez modeste. Puis ça, on en a déjà parlé, c'est en lien avec le fait que ça ne prend pas beaucoup de place dans l'enseignement, mais ça ne prend pas non plus beaucoup de place dans les ressources. Donc, des fois, on peut voir, puis à travers une même collection de première à sixième année, on regarde au complet, puis des fois, OK, il va y avoir quelques numéros par année en probabilité et en statistique, donc à travers tous les 6 ou les 12 livres même de toutes les 6 années du primaire. On retrouve aussi qu'en probabilité, l'approche théorique est majoritaire, donc ce sont surtout des problèmes liés à l'approche théorique, moins à l'approche fréquentielle, à l'approche subjective. Puis il y a peu d'articulation justement des trois approches. Les fois où on a de l'approche fréquentielle, on a l'approche théorique, des fois elles sont mises à part. C'est pas l'idée d'articuler puis de faire un lien entre l'approche théorique, d'aller réaliser des essais en lien avec l'approche théorique, de faire des prédictions dans l'approche subjective. Donc on retrouve peu ça. Dans ces ressources-là aussi, ben, ça peut être organisé de façon différente. Ça peut être organisé par chapitre. Et là, on va voir, par exemple, il va y avoir un chapitre qui serait dédié à des concepts dont les probabilités ou les statistiques. Puis des fois, c'est tout mêlé à travers l'année. Donc, et c'est à travers une légende dans la table des matières. On peut voir par des petits pictogrammes. On va pouvoir voir avec cette légende-là que on a par exemple la leçon 4 qui va être un peu en arithmétique, un peu en probabilité. Et là, on peut aller voir qu'est-ce qu'il y a dans la leçon 4. Donc, voilà comment c'est organisé, comment on peut aller voir qu'est-ce qu'on retrouve en probabilité et en statistique. Je vous invite à être critique. Dans le reste de la capsule vidéo, on va analyser des tâches puis on va essayer de relever des points critiques. Donc, ces manuels-là, ces cahiers-là ne sont pas parfaits. Et je pense que vous allez vouloir, des fois, vous les approprier. Vous allez peut-être vouloir laisser plus de liberté à l'élève, engendrer un questionnement plus riche. Donc, soyez critique, puis c'est pas l'idée de prendre le matériel tel quel comme il est déjà. Des fois, quand on commence à enseigner, on va vouloir prendre ce qui existe, évidemment, mais après l'avoir essayé, soyez critique, donnez-vous l'option de dire, bon, mais l'an prochain, j'aimerais ça le faire un peu différemment, changer un petit peu. Ce numéro-là, il est super bon dans tel cahier, mais il y a tel autre numéro dans un autre cahier, je vais essayer de faire une séquence avec ça. Donc, n'hésitez pas à faire ça, puis aller chercher le meilleur, en fait, dans les ressources. Vous devriez normalement, en écoutant cette capsule-là, avoir lu le chapitre 3 de l'ouvrage collectif, donc cet ouvrage que vous connaissez bien. Donc, le chapitre 3 traitait dans le fond de tâches ou de ressources didactiques. Donc, vous avez déjà vu un petit peu l'analyse de tâches là, par Martin et Malo. Puis, il y aura d'autres résultats à venir. Je vous en parlerai probablement d'ici la fin de la session. Il y a un article qui est en cours où on a poussé un petit peu cette réflexion-là sur l'analyse de tâches probabilistes au primaire. Donc, quelques-unes des idées de Dan Meyer. Dan Meyer, dans le fond, est aux États-Unis. Il a fait un doctorat. C'est un enseignant de mathématiques, mais c'est aussi, il a fait un doctorat qui est dans le monde de la recherche aussi, en didactique des mathématiques. Puis lui, dans le fond, il reproche que le système actuel ne permette pas assez aux élèves de s'engager dans une activité mathématique. Puis il dit que ça devrait être au cœur. Il dit les élèves, là, ils devraient être capables de chercher des questions et des réponses. Pas seulement de chercher des réponses, c'est capable de chercher quelles questions sont importantes à se poser en mathématiques. Puis, dans ce sens-là, ben, si on réfléchit aux questions et on n'a pas toutes les données qui sont disponibles, ben, réfléchir quelles informations on aurait besoin pour répondre à ces questions-là. Amener à faire des hypothèses, un peu comme on le fait souvent dans des activités probabilistes. Puis, l'importance de réaliser un vrai travail dans le vrai monde, pas juste que le contexte soit superflu et tout ça, donc vraiment que ça soit signifiant. Puis pour ça, ben, lui, ce qu'il propose, c'est de partir d'un exercice typique et d'enlever des consignes qui seraient trop contraignantes pour ensuite les ajouter aux besoins durant la résolution. Donc lui, il fait vraiment l'analogie avec le thermostat où on aurait le thermostat mathématique. Et il dit, ben, souvent le problème, c'est que dans une tâche, c'est comme si, il dit, ça pue les maths. Donc c'est comme si on mettait déjà au maximum, en présentant la tâche, là, on voit ça, puis ça pue les maths parce qu'il y a comme trop de contraintes mathématiques, on n'a pas d'espace pour réfléchir et tout ça, puis tout de suite, ça ne donne pas nécessairement le goût de nous engager. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'on devrait abaisser un petit peu le thermostat. Ça ne veut pas dire d'abaisser nos exigences, mais plus d'abaisser pour moins guider l'élève, en fait, d'enlever des consignes pour donner l'opportunité à l'élève de réfléchir. Puis là, je vais essayer de donner des exemples en lien avec ces idées-là de Dan Meyer. Donc, voici une activité modifiée par Dan Meyer. Donc, il montre une activité classique, qui est en anglais ici, mais qui demande, dans le fond,
de calculer la surface totale de chaque prisme rectangulaire. Donc, voici la tâche avant qui a été prise d'un manuel. Et là, lui, il dit, ben ça pue les maths. Là. On voit ça, là, c'est comme clair, on ne se pose pas la question, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On fait des maths, puis c'est dans un cadre précis, assez rigide et tout ça. Puis il dit, ben moi, à la place, là, voici ce que je donnerais. Voici ce que je donnerais aux élèves. Donc, si, qu'est-ce que vous pensez, quel changement serait occasionné par l'activité mathématique de l'élève entre la version avant et la version après? Donc, qu'est-ce qui va changer dans ce que l'élève va produire, dans le fond, selon vous? Ben, tu sais, ici, là, on donne toutes les données, la question est claire, tout ça. Donc, ce qu'on peut remarquer ici, c'est qu'il n'y a pas de question, il n'y a pas de données. Donc, ça amène l'élève à dire, bon, mais quelle question on peut se poser? Donc, on pourrait dire, bon, mais laquelle est la plus grosse, laquelle est la plus longue, laquelle a une forme plus cubique, qui se rapproche le plus d'un cube. Donc, il y a plusieurs questions qu'on pourrait se poser. Puis nous, ici, si on est l'enseignant et on veut travailler l'air, dans le fond, l'air total, bien, on va amener on pourrait faire ressortir une liste de questions puis dire, ben, finalement, ça revient à la question, c'est laquelle ça me prendrait le plus papier d'emballage pour l'emballer, par exemple. Puis on pourrait, comme ça, le ramener un contexte. Et là, si on veut dire que ça prend du papier d'emballage, puis on veut, en fait, la quantité de papier exacte, là, on ne veut pas dépasser puis couper et tout ça, là, ben là, ça amène à questionner, on veut l'air total. Et pour ça, ben là, normalement, les élèves vont dire, ben, il manque des données, on n'arrive pas à calculer. Et là, une fois qu'ils disent, oui, on en a besoin des données, là, on viendrait faire apparaître. Donc, ce que Dan Meyer fait d'habitude, c'est qu'il vient cacher la question. Donc, il vient mettre des rectangles ici pour cacher la question, cacher les données. Et après ça, ben, voici ce que ça donne. Puis au fur et à mesure, dans le fond, que les élèves disent, oui, mais là, ça nous prend des données, il enlève les rectangles, puis il fait apparaître. Donc, en faisant ça, ça vient, dans le fond, plus permettre à l'élève de réfléchir, de se poser des vraies questions et de ressentir le besoin d'avoir des données. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est je vous propose d'analyser une tâche qui vient de ClickMath en sixième année. Et dans le fond, ça s'appelle le labo du hasard. Donc, on va voir qu'il y a 4 ateliers. Un atelier de somme de 2D, un atelier de trouver la paire avec des cartes, un atelier avec des pièces de monnaie virtuelles et un atelier de roche-papier-ciseaux. Donc, on va le regarder ensemble, puis on va essayer d'être critique par rapport à chacun de ces ateliers-là. Donc, les consignes qui sont données, c'est de faire équipe avec un autre élève pour réaliser chacun des ateliers. Donc, dans un premier temps, ce qu'on demande, c'est d'ensemble, en équipe, de réaliser l'expérience décrite. Donc, sur la feuille qu'on vous remet, que je vais vous montrer, de tracer un diagramme pour représenter les résultats. Puis ensuite, de combiner ces résultats-là de l'équipe avec les résultats des autres équipes pour tracer un nouveau diagramme qui représente les résultats de toute la classe. Puis après ça, ben, le but, c'est de répondre aux 2 questions suivantes. Donc, pour chaque atelier, lequel des 2 diagrammes se rapproche le plus des résultats théoriques de l'expérience? Est-ce que c'est le diagramme de notre équipe ou c'est le diagramme de toute la classe? Puis qu'est-ce qu'on peut conclure de ces observations-là? Donc, on va regarder le premier atelier, qui est un atelier classique, comme on a déjà vu. Donc, c'est la somme de 2D. Donc, on a besoin de 2D. La marche à suivre, c'est de lancer les dés, noter la somme obtenue, puis de répéter l'expérience 30 fois. On donne ici les résultats théoriques de la somme de 2D à l'aide d'un diagramme à bande. Donc, on voit, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit que dans le fond, la somme de 2, la fraction des résultats, c'est 1/36e, une somme de 3, 2/36e, tout ça jusqu'à une somme de 7, 6/36e. Donc, je vous demande de regarder ça, de regarder aussi, en fait, je vais vous montrer, voici ce qui est donné à l'élève, voici les fiches reproductibles. C'est un peu petit, là, mais dans le fond, il y a 2 pages où on voit la somme des 2D, puis là, il va aller compiler ici par équipe. Donc, pour notre équipe, compilation pour les sommes de D, il va aller écrire ici les fréquences. Donc, si compilé, là, il va venir faire des traits. Là, j'ai obtenu la somme de 2 3 fois, puis il va venir écrire la fréquence 3 ici. Puis, pour toute la classe, ben, ils vont prendre s'ils en ont 3, puis les autres en ont 2, 5, etc., ils vont faire la somme ici pour les fréquences. Et après ça, ben, avec ça, ici, ils vont aller aller représenter ces fréquences-là pour leur équipe ici. Donc, les fréquences pour leur équipe ici pour faire un diagramme, puis faire la même chose pour toute la classe. Donc, je vous demande d'être critique ici. Quel serait votre regard critique par rapport à cet atelier-là? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes capable de trouver quelque chose qui fonctionne moins bien ou quelque chose une limite en fait, ou quelque chose qui serait encore mieux en fait, à corriger? Donc, moi, une des premières choses que je trouve, c'est que le fait d'afficher tout de suite les résultats théoriques attendus, ça peut, moi, je ne le donnerais pas au début. Donc, on pourrait les emmener sur l'approche fréquentielle, donc réaliser des essais avec la page suivante qu'on voyait ici.
mais de ne pas donner tout de suite les résultats théoriques. Après, il pourrait dire, oui, mais là, est-ce que c'est normal qu'on ait ces résultats-là, comment on pourrait comparer? Puis là, les amener même à réfléchir à, ça serait quoi les différentes combinaisons possibles de sommes de 2D? En sixième année, ils sont bien capables de faire ça. Donc moi, j'aurais tendance à commencer avec ça. Puis, ça nous amènerait à expliquer le calcul des probabilités, les 36 cas possibles ici, là, de bien voir les 36 façons possibles des sommes de 2 à 12. Puis, on pourrait faire un tableau à double entrée aussi. On pourrait compléter ça avec un tableau à double entrée pour être capable de faire notre diagramme ici. Une autre critique que j'aurais à faire, c'est ici fraction des résultats. Je trouve que c'est pas assez précis. En fait, c'est pas une fraction de résultats. Moi, je dirais que c'est carrément une probabilité. Donc, la somme de 2, sa probabilité de 1/36e. La somme de 3, sa probabilité de 2/36e, etc. Puis, je trouve ça bien ici qu'on ait les fréquences, en fait, on fait calculer les fréquences. Euh, donc, il n'y a pas eu le piège. Des fois, on voit qu'il y a la probabilité fréquentielle. Donc, ici, ils ne sont pas tombés dans le piège. Donc, ils ont bien parlé de fréquence. Donc, je vous ai déjà parlé de ce glissement-là que j'essaie d'éviter de probabilité fréquentielle. Puis, on aurait pu compléter aussi, dans le but d'améliorer en fait cette activité-là, on pourrait penser pour avoir plus de résultats, on pourrait penser à certains simulateurs. On en a déjà vu quelques-uns de simulateurs de somme de D. Je pense qu'on en a vu 3 différents. Donc, qui nous permettrait d'aller non seulement faire pour notre équipe, non seulement pour toute la classe, mais après même d'aller faire quelques milliers de dés, là, puis de comparer les résultats. Pour l'atelier 2, donc c'est chercher la paire. Donc, on a besoin de 4 cartes qui forment 2 paires. Donc, par exemple, 2 As et 2 2. Donc, la marche à suivre, c'est qu'une personne va mêler les cartes, l'autre en choisit 2 au hasard. Puis on regarde si les cartes tirées forment une paire, puis on note le résultat oui ou non. Fait que si j'ai l'As et le 2, ben non, ce n'est pas une paire. Si j'ai un 2 et un 2, oui, ça forme une paire. Et on répète l'expérience 30 fois. On nous donne ici les résultats théoriques. Donc les cartes tirées forment-elles une paire? Donc voici les résultats théoriques à l'aide d'un diagramme circulaire. Je vous montre les fiches reproductibles. Donc qu'est-ce qui est donné à l'élève? On donne ici, c'est un peu petit encore là, mais je vais vous guider à travers ça. Donc, est-ce que les cartes tirées forment une paire? Oui ou non? Encore le même principe, on va les compiler. On fait des petites barres ici. Donc, on a eu 5 fois oui. On va l'écrire 5 fois pour la fréquence. On le fait pour notre équipe et même chose pour toute la classe. Et une fois qu'on a ces résultats-là, les fréquences pour notre équipe, on va aller les représenter dans un diagramme circulaire et fréquences pour toute la classe aussi dans un diagramme circulaire. Donc, je vous invite à être critique et à faire ressortir, dans le fond, une critique en lien avec cet atelier-là. Une première chose, un peu comme pour le premier atelier, j'aurais tendance à ne pas donner au départ les résultats théoriques pour que ça vienne des élèves qui veulent comparer, les amener à réfléchir à ça. On peut les guider à travers ça, mais je pense qu'en sixième année, encore là, sont capables de faire ressortir les 6 cas possibles. Ici, il y aurait 6 cas possibles. Donc, je peux avoir l'As avec l'As, l'As avec le 2 rouge, l'As rouge avec le 2 noir, l'As noir avec le 2 rouge, l'As noir avec le 2 noir et le 2 rouge avec le 2 noir. Donc, j'ai 6 possibilités. Et là-dessus, dans le fond, je pourrais voir qu'il y en a 2 cas possibles, donc 2 paires, les paires d'As et paires de 2, qui sont favorables. Et 4 cas, donc l'As avec le 2, l'As avec le 2, puis l'autre As avec le 2, l'autre As avec le 2. Donc 4 cas qui ne sont pas favorables, ce ne sont pas des paires. Donc 2 cas favorables sur 6 cas possibles, ce qui nous donne bien un tiers de oui et 2 tiers de non, ce n'est pas une paire. Donc si on ne donne pas ça au départ, quitte à le cacher puis à le ramener après, mais ça amène l'élève, ça lui permet là, un petit peu dans l'idée de thermostat, là, on vient en donner moins au début, puis ça amène l'élève à y réfléchir par lui-même. Autre chose, autre critique, ben ici, on devrait normalement, avec les fréquences, représenter un diagramme circulaire. Ça, c'est pas au programme, donc on en a déjà parlé. On devrait pouvoir interpréter un diagramme circulaire, mais pas nécessairement en produire un. On a vu qu'avec ChartGo, avec d'autres outils, c'est possible d'en créer facilement. Mais ici, pour être capable vraiment d'en créer avec les angles au centre, les calculs, les pourcentages, tout ça, ben là, ça demande plus de calculs qui sont faits au secondaire. Donc ici, je suis un petit peu perplexe par rapport à cette question-là de sixième année du primaire. Puis, ben, ce serait possible aussi, encore une fois, de simuler ce genre d'expérience-là qui pourrait se faire tout simplement, si on n'a pas un simulateur de cartes, on pourrait revenir, dans le fond, au lieu d'avoir 2
avec un simulateur avec deux cartes, deux as et deux 2, on pourrait dire ben, c'est l'équivalent d'avoir deux billes rouges et deux billes bleues. Et là, je pige deux billes parmi celles-là et je regarde si elles sont de même couleur. Donc, ça revient exactement à la même chose pour faire un lien avec la modélisation, dans le fond, qu'on a vu avec le chapitre de Parsis, le chapitre 2 de l'ouvrage collectif. Ben, ici, c'est qu'on viendrait prendre un modèle qui vient reproduire à peu près le même fonctionnement de la même façon qu'avec nos cartes, mais on le ferait avec des billes. Donc voilà pour l'atelier 2. Atelier 3, donc pièces de monnaie virtuelle. Donc ce qu'on nous dit, c'est qu'on a besoin d'un ordinateur pour simuler le lancer de 4 pièces de monnaie. Et là, on doit simuler le lancer des pièces à l'aide d'un tableur en prenant au hasard 4 fois des nombres, donc soit 0, qui représenterait pile, ou 1, qui représente le côté face. Donc ça va simuler, dans le fond, 4 résultats de pièces de monnaie, pile ou face. Puis on va regarder combien de fois on a eu face, combien de fois on a eu pile. Puis on répète l'expérience 30 fois. Donc, encore une fois, on donne les résultats théoriques. Donc, avoir 0 fois côté face, ben, on a une fraction des résultats de 1/16e, une fois côté face, 4 fois 4/16e, etc. Puis, les fiches reproductibles qui sont données à l'élève. On nous demande ici le nombre de faces obtenues. Donc, encore là, on va compiler le nombre de fois où on a obtenu 0, 1, 2, 3 ou 4 ici avec des petites barres. On va écrire après la fréquence le nombre de fois où on a eu 0. On le fait pour l'équipe et on fait la même chose pour toute la classe. Puis après ça, à partir de ces fréquences-là par équipe et pour la classe, on va aller les représenter ici dans le diagramme. Donc, un peu le même principe encore que les autres ateliers. Donc, je vous invite à être critique. Est-ce que vous pouvez formuler, dans le fond, une critique en lien avec l'atelier 3? Donc, encore une fois, toujours la même chose, j'aurais tendance à ne pas fournir les résultats théoriques au départ. Donc, oui, on veut les amener, mais pas au début. On ne les donnerait pas nécessairement à l'élève. Et l'élève devrait être capable normalement de voir qu'il y a 16 cas possibles. Pour le voir, ben, on pourrait penser à un diagramme en arbre. Donc, penser qu'on a un point de départ et là, ça va se séparer en pile et face. Donc, on a deux résultats. Et chacun de ces résultats engendre deux autres résultats pour la deuxième pièce de monnaie. Donc, encore soit pile, soit face. Donc, on va être, après deux étapes, on est rendu à 2 fois 2 résultats, donc 4 résultats. À troisième étape, encore là, chacun de nos 4 résultats vont se séparer en pile ou face. Donc, on va être rendu maintenant à 8 résultats. Et au quatrième lancer de pièce de monnaie, encore là, chacun des 8 résultats va se séparer en soit pile, soit face, qui amène 16 résultats possibles. Donc, un de ces résultats possibles-là serait pile, 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 pile. Un autre serait pile, face, face, pile, par exemple. Donc, et on aurait 16 résultats comme ça qu'on pourrait représenter à l'aide d'un arbre. Et après, qu'on pourrait mettre en relation ici avec un diagramme en bande. Même commentaire que tout à l'heure, fraction de résultats, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt probabilité. Ce serait plus juste, ce serait plus rigoureux comme vocabulaire. Puis, on nous dit ici qu'on peut, on peut utiliser un ordinateur, un tableur. Donc, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui serait déjà conçu, mais on pourrait penser aussi de déjà préparer un outil pour les élèves. On pourrait même utiliser un tableur collaboratif comme Google Sheet et déjà préparé pour que les élèves soient plus faciles pour eux de s'y retrouver puis de faire ces expériences aléatoires-là. Donc, voilà pour ma critique en lien avec l'atelier 3. Et atelier 4, donc c'est le jeu de roche-papier-ciseaux. Donc on veut déterminer qui va être le joueur ou la joueuse qui sera le joueur, la joueuse A et le joueur, la joueuse B. Donc au début, qui va commencer finalement. Et on joue à roche-papier-ciseaux. Donc on regarde le nombre de fois où chaque personne a gagné et le nombre de parties nulles. Donc on nous donne les résultats théoriques ici. Donc voici, on devrait avoir un tiers des parties gagnées par la personne A, un tiers pour la personne B et un tiers qui va être des parties nulles. Ce qu'on donne à l'élève comme fiche, encore une fois, c'est un tableau où on voit ici, on va compiler dans le fond les parties gagnées par la personne A et par personne B. On va aller écrire les fréquences, le nombre de parties nulles aussi, fréquences. On va aller représenter ces résultats-là de fréquences pour toute la classe, par équipe ici d'abord. Puis après ça, on fait le même principe pour toute la classe. On va regrouper les résultats, puis on fait encore là un diagramme. Donc, quelle critique maintenant qu'on pourrait faire par rapport à ça? Ben, la première chose que moi je dirais, en fait, c'est même chose, je ne donnerai pas les résultats théoriques au départ, je les ferai ressortir par les élèves. Pour les diagrammes ici, ben, c'est encore là,
pour la même chose que tout à l'heure, c'est un diagramme circulaire, donc ce n'est pas au programme de produire un diagramme circulaire, de faire produire un diagramme circulaire par l'élève, de l'interpréter, oui, mais pas de le produire. Puis ici, on pourrait se demander si euh, les élèves qui vont jouer à ça vont peut-être avoir une stratégie du joueur, soit à dire, OK, moi je vais faire toujours la roche ou se fier sur ce que l'autre a fait avant. Et là, ça pourrait faire ressortir des conceptions. Donc, il y a quelque chose quand même d'intéressant là, ici où on pourrait aller s'intéresser et faire ressortir les conceptions des élèves. Donc voilà pour ma critique. Et finalement, des adaptations possibles de la tâche. Donc, si on prend cette tâche-là, qui est assez riche, je trouve, qui a un fort potentiel avec les 4 ateliers, mais en changeant, en modifiant certaines petites choses, ben, je pense que ça devient encore plus riche. Puis là, on doit se poser, c'est quoi le rôle pour l'enseignant? Avant la tâche, pendant la réalisation de la tâche, puis après. Donc, justement, avant, ben, on pourrait penser qu'il doit se préparer à des questions, il pourrait enlever certaines consignes, puis les garder un petit peu de côté pour que ça fasse ressortir une activité des élèves. Pendant, ben, il est là pour relancer les élèves, leur poser des questions, oui, répondre à leurs questions, mais aussi leur poser des questions. Puis après, ben, le retour va être excessivement important dans le but de faire ressortir, par exemple, que, bon, qu'est-ce qui se passe? On devrait remarquer, dans le fond, dans chacun des ateliers, que les résultats de toute la classe sont plus, il y a une tendance plus fiable, qui vont se rapprocher de la probabilité théorique davantage, ça va se rapprocher davantage de la théorique que si on a des résultats juste d'une équipe qui va être un échantillon plus petit. Et là, ben, peut-être que ça se retrouverait dans le guide d'enseignement, mais il y aurait toujours possibilité de demander aux élèves de faire une conjecture intuitive à chacun des ateliers et de la noter. Et ça, ça devient pertinent de demander ça avant de donner les résultats théoriques. Si on les donne, bien évidemment, ça vient biaiser un petit peu cette conjecture-là. On peut revenir après sur la conjecture intuitive en confrontant aux résultats observés. À chaque fois, on demande de faire 30 essais. Donc, ça, c'est une critique qu'on aurait pu faire aussi. Pourquoi 30 essais? Est-ce que c'est suffisant, 30 essais? Est-ce que c'est... pourquoi pas 10? Pourquoi pas 100? Pourquoi aussi demander aux élèves pourquoi les résultats varient d'une personne à l'autre? Puis pourquoi ce serait important de regrouper les résultats de toute la classe? Tout ça dans l'idée de parler un petit peu de la loi des grands nombres, comme quoi plus on va avoir de résultats, plus ça risque de se rapprocher, plus on va être confiant en fait que ça va se rapprocher de notre probabilité théorique. On pourrait, je pense, intégrer davantage des outils technologiques. Comme j'ai dit, il y a des simulateurs qui pourraient être intégrés. On pourrait avoir d'autres présentations. Donc, on a parlé d'un tableau à double entrée, on a parlé d'un diagramme en arbre aussi, qui viendrait appuyer, dans le fond, les résultats théoriques. Puis de faire des liens entre les probabilités et la statistique. Donc, faire des liens, dans le fond, entre les résultats qu'on a observés, qui sont la statistique, et ce qu'on peut inférer pour l'avenir, les probabilités. Donc, je vous invite à réfléchir à ce que vous retenez, en fait, de cette capsule-là. De mon côté, je pense qu'on a pris connaissance de quelques ressources didactiques existantes, de ce qu'elles contiennent aussi, en faisant un bref survol de différentes maisons d'édition. Puis, on a pu analyser une tâche aussi pour faire ressortir ses apports, ses limites aussi, puis des adaptations possibles. Donc, j'espère que vous retiendrez ça, dans le fond, que ces tâches-là sont toujours perfectibles, on peut toujours les améliorer, puis ayez ce désir-là, en fait, même si quelque chose est bien, d'essayer de faire encore mieux pour les élèves. Donc, merci de votre écoute de cette longue capsule vidéo.